Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons remonter le temps, aller le 14 avril 1994 dans la région d'Erbil, dans le nord de l'Irak, qui a vu un tir fratricide, un double tir fratricide même, entre des F-15C de l'US Air Force et des Black Hawk, des UH-60 qui appartenaient à l'armée de terre américaine. Malheureusement, ce jour-là, il y eut 26 victimes de nationalité américaine, britannique, un Français également, des Turcs et des Kurdes. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les forces en présence ce jour-là, mais surtout les événements. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés, alors qu'il faisait beau, en plein jour, à du tir fratricide? Comment est-ce que les F-15 ont pu confondre des UH-60 avec des Mi-24? Juste avant d'attaquer, je voudrais vous rappeler cette petite phrase qu'on utilise beaucoup dans la communication. On entend ce que l'on attend. Vous allez voir, c'est également vrai avec la vue. Jingle. Le 7 avril 1991, il s'agit de la fin de la guerre d'Irak. La première. Plus d'un demi-million de Kurdes sont alors réfugiés dans le nord du pays. Une zone que j'ai bien connue derrière, malheureusement dans les années 2015-2016, du côté du mont Sinjar, d'Erbil, où il y avait effectivement énormément de Kurdes. En application de la résolution 688 du Conseil de l'ONU, il est décidé de mettre en place une mission d'aide humanitaire. C'est l'Operation Provide Comfort qui est alors lancée. Une opération qui verra un total de 27 000 mouvements d'avions et 1400 mouvements d'hélicoptères. Il s'agit d'une zone d'opération dans le nord de l'Irak, au nord du 36e parallèle. La zone fait à peu près 160 km sur 70 et une no-fly zone, un endroit où aucun avion irakien, aucun hélicoptère irakien n'a le droit de voler, va être mis en place et géré, si on peut dire, par les Américains, le Royaume-Uni, les Turcs, mais également les Français. Il y aura de multiples vols d'aide humanitaire dans cette zone et la plupart de ces vols vont décoller de Turquie et de la base d'Incirlik. Alors cette base en Turquie, elle est située près d'une grande zone urbaine. Il y a 1,7 million d'habitants, nous sommes dans le sud de la Turquie. Elle est active depuis 1955. Elle n'est pas très haute, 232 pieds d'altitude avec une piste de 3048 mètres. Vous avez à peu près 5000 troupes américaines qui y sont basées en permanence, également des Britanniques, une trentaine, d'après les sources ouvertes, de bombes nucléaires B-61. Et vous avez également l'armée de l'air turque qui est présente avec du KC-135, du F-16, mais également de l'aérospatiale 532 Cougar. Les Américains ont souvent des unités de passage qui viennent en déploiement et qui après derrière peuvent se mettre en œuvre pour soit rester au-dessus de la Turquie et protéger, surveiller ce qui se passe dans le secteur, soit dans le cadre là de l'opération Provide Comfort, apporter du confort, survoler le nord de l'Irak. Le 14 avril 1994, vous avez différents types d'aéronefs. Vous avez le E-3 Century, vous avez des F-15C et vous avez également forcément les UH-60. Le E-3 Century, qui veut dire sentinelle, c'est un avion, il y en a 68 qui ont été construits, un dérivé du Boeing 707, une vingtaine de personnes à bord, 73 tonnes à vide, 157 tonnes en masse maximum au décollage, et c'est un AWACS, un Airborne Warning and Control System, un système aéroporté, airborne, de warning and control, donc de contrôle et de détection. Ça va donc permettre de surveiller l'espace aérien, de détecter ce qu'il se passe, mais surtout de contrôler des hélicoptères, des chasseurs, des assets, comme on dit. Pour faire simple, un AWACS, c'est une sorte de centre de commandement qui est en l'air et qui a une multitude de personnes à bord. L'AWACS dont il est question aujourd'hui, il appartient au 963e Airborne Control Squadron
Basé normalement dans l'Oklahoma, à Tinker Air Base, il a décollé à 7h36 de cette base turque d'Incirlik. Ils sont 19 à bord et il va monter au niveau de vol 320, un petit peu comme une altitude de croisière pour un vol court courrier. Il sera on station, prêt à commencer son travail à 8h45 local, soit à peu près 70 minutes après le décollage. Il va rester au-dessus du territoire turc, il sera on station sur la zone, comme on dit, au-dessus du territoire turc, et il va faire des hippodromes ou différentes figures en fonction de la situation. La météo est bonne et à bord, vous avez forcément les pilotes, mais ce n'est pas eux vraiment qui ont un rôle important à bord de cet AWACS, c'est tout ce qui se passe en tranche arrière, et vous vous en doutez, s'il y a 19 personnes à bord, il y a beaucoup de monde en tranche arrière. Vous avez le Major Lawrence Tracy, vous avez le lieutenant Joseph Alkil, qui lui sera le contrôleur en route pour les hélicoptères, le capitaine Jim Wang, qui est un senior directeur responsable, mais surtout vous avez le Major Ducey Martin, qui lui est le Duc, ou l'As, Ace, comme ils le disent, Airborne Command Element, qui est un petit peu responsable que les règles d'engagement de l'OPC, l'Operating Provide Comfort, les Rules of Engagement, comme on dit, soient bien respectées. Parce que chaque opération, chaque résolution de l'ONU est assortie de règles d'engagement, d'un cadre, si vous voulez, qui est transmis à la fois aux contrôleurs aériens, mais également aux équipages, afin que chacun puisse mettre en œuvre ce qu'on appelle le commandement décentralisé, la prise d'initiative à l'échelon individuel, fonction du cadre qui lui est donné. Ces cadres sont évolutifs, en fonction de la situation, et il est de la responsabilité des équipages de parfaitement suivre ces règles d'engagement. L'ACE, il est là pour s'assurer qu'elles sont bien suivies. Les autres protagonistes, malheureux protagonistes, sont les UH-60 Black Hawk de l'US Army. Eux, ils proviennent du 6e bataillon du 159e Aviation Regiment, qui à cette époque était basé en Allemagne. Comme vous le savez, beaucoup de bases américaines sont en Allemagne. Celle-ci a fermé, mais c'est Giebelstadt, et son call sign, n'y voyez pas d'ironie de l'histoire, c'est Eagle Flight. Pourquoi ironie? Parce qu'un Eagle, c'est un F-15, et les avions qui s'apprêtent à les abattre sont des F-15 Eagle. Donc leur indicatif à ces Black Hawk, c'est Eagle Flight. Le Black Hawk, un hélicoptère fabriqué par Sikorsky, premier vol en 1974, bimoteur, plus de 4000 exemplaires fabriqués. C'est un hélicoptère moyen, comme on dit, avec une masse maximum au décollage de l'ordre de 10 tonnes, 5 tonnes 6 à vide et 2 fois 1900 chevaux. Un hélicoptère qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien et qui généralement qui satisfait les équipages, si je puis dire. À 8h22, il décolle de Turquie. Il s'agit d'un vol de 2 hélicoptères, l'idée par le chef du détachement. Il y a à ce moment-là en Turquie 6 UH-60 sous la responsabilité du capitaine Patrick McKenna, et c'est donc lui qui va leader le vol aujourd'hui. L'objectif est très simple, ils décollent de Turquie, ils vont se rendre dans un centre de commandement de l'opération Provide Comfort, récupérer du personnel. De ce centre de commandement, ils doivent rejoindre la ville de Erbil, qui est un petit peu la capitale du Kurdistan. Du fait de la longueur du vol, leurs hélicoptères ne sont pas équipés comme ils le sont d'habitude. Ils sont équipés de charges externes, de réservoirs, 2 réservoirs de 870 litres en externe. Il y a donc des bidons qui sont accrochés à l'extérieur des hélicoptères, ce qui leur donne une silhouette particulière, mais de manière à s'assurer qu'il n'y ait aucun malentendu. Il y a des gros drapeaux américains sur les bidons, de gros drapeaux américains sur la porte des hélicoptères, mais également sur le ventre et même sur le nez. Ils ont donc mis des drapeaux américains absolument partout sur ces hélicoptères. À 9h21, la patrouille des hélicoptères qui volent à basse altitude, à peu près 200 pieds, 60 mètres du sol, pénètre la fameuse no-fly zone. Ils sont alors habillés par le contrôleur aérien en route et par le Captain Wang, sa responsabilité, le senior directeur, comme étant friendly. Donc sur les écrans de contrôle de l'AWACS, vous avez des petits plots habillés, identifiés comme étant des plots alliés. À peine rentrés dans la no-fly zone, ils vont se poser parce que là, Zakou, ils récupèrent où il y a le centre de coordination militaire de l'OPC, c'est juste à l'entrée de la no-fly zone. Ils se posent, forcément, ils éteignent tout. Ils n'apparaissent plus sur le contrôle de l'AWACS et ils vont pouvoir repartir un peu plus tard. Après avoir récupéré leurs 16 passagers, ils redécollent à 9h54 et maintenant ils ont 190 km à faire vers Erbil. Au niveau de leur transpondeur, il faut savoir qu'ils ont un mode 1 et un mode 2. Le mode 1, c'est un identifiant qui est censé répondre à ami ou pas ami s'il est interrogé par un AWACS ou par un avion de chasse. Donc vous avez en fait un numéro
à 2 chiffres que vous devez mettre en fonction de la zone dans laquelle vous volez, voire en fonction de l'horaire. Et malheureusement, les hélicoptères ont eu la mauvaise information. En fait, ça fait 2 ans qu'on leur donne la mauvaise information de mode 1 et ils sont persuadés d'afficher le bon mode 1, mais ce n'est pas le bon mode 1 qu'ils affichent et absolument personne ne leur dit, même pas la WACS, alors qu'ils voient que ce n'est pas le bon mode 1. Ils affichent également mode 2 et c'est comme ça aussi qu'ils sont suivis par la WACS, sauf que la région d'Erbil est assez montagneuse. Alors qu'ils continuent en route, à 10h12, ils sont dans le relief, les plots deviennent intermittents et finissent par disparaître de l'écran de contrôle de la WACS. Alors, la WACS, je vous rappelle, est du côté de la Turquie, les hélicoptères sont à basse altitude, bien voilà, vous ne pouvez pas en permanence voir ce qui se passe, donc même avec un AWACS au niveau 320, vous pouvez perdre le contact radar avec des hélicoptères à basse altitude dans le relief à plusieurs centaines de kilomètres de là. En parallèle de tout ça, vous avez des F-15C du 53e Fighter Squadron avec le capitaine Eric Wixon qui est le leader, capitaine 3 gallons comme ce que j'étais, avec en équipier un lieutenant-colonel, un 5 panaches comme on dit dans la marine, Randy May. La fonction prime sur le grade. Ça veut donc dire que oui, vous pouvez être capitaine et leader un vol avec un équipier lieutenant-colonel. Personnellement, une fois j'étais lieutenant, j'avais un équipier commandant, c'est possible. Décollage à 9h35 d'Incrili, donc exactement la même base que la WACS. Et leur mission, c'est de la sweep, du balayage. Ils doivent rentrer dans la no-fly zone, s'assurer qu'il n'y a personne, détecter s'il y a du monde, et identifier s'il y a du monde, et ensuite rendre compte. Mais ils doivent faire de la sweep dans la no-fly zone avant l'arrivée dans cette no-fly zone de vols d'avions prévus par l'ATO, l'Air Task Order, donc par les ordres. Ils ont une liste avant de partir en vol. On leur dit aujourd'hui il y aura X, Y, Z type d'avions qui vont pénétrer la zone à telle heure, à telle heure. Vous devez vous assurer qu'il n'y a aucune menace dans cette zone avant qu'ils pénètrent. Jusque-là, pour eux, c'est très simple. Un petit souci néanmoins. Dans cet ATO qui leur est remis, ne figurent pas les Black Hawk. L'équipage des F-15, donc F-15 monoplace, ne sont pas sensibilisés sur le fait que des Black Hawk vont évoluer dans la zone avant même leur arrivée. À 10h15, alors que la patrouille s'approche de la no-fly zone, ils contactent Ace, donc le Major Martin, le grand chef de s'assurer que tout est bien aligné, pour lui demander s'il a des informations à leur communiquer. Et il dit qu'il n'a nothing significant to report, il n'a aucune info à leur passer. L'Ace ne prévient pas la patrouille de F-15 que dans sa zone de responsabilité qu'ils doivent balayer, qu'ils doivent nettoyer, dont ils doivent assurer la supériorité aérienne, il y a une patrouille de 2 UH-60. À 10h20, 5 minutes après ce petit update, pour se raligner les JO, prendre la situation awareness, prendre la conscience de la situation, la patrouille de F-15 pénètre la no-fly zone et à ce moment-là, il passe en fréquence avec le lieutenant Wixon. Le lieutenant Wixon est à l'intérieur de la WACS et c'est sa première mission à contrôler cette zone. C'est la première fois qu'il fait un vol dans ce coin-là et de ce fait, il est en double commande, comme on dit dans l'aviation, il est en double avec le capitaine Mark Cathy, qui est son superviseur, mais ce capitaine est parti se coucher à 10h. Alors je vous rappelle un ordre de décollage, ils ont décollé à 7h et des brouettes, et là, alors qu'il y a la patrouille de F-15 qui vient faire sa sweep, c'est un petit peu ce qui est important ce matin, le capitaine, le superviseur est parti se coucher. Vous avez donc la patrouille de F-15 qui est en fréquence avec ce jeune contrôleur, un jeune par l'expérience qu'il a dans la zone, et Wixon et sur la fréquence no-fly zone avec les F-15. Les hélicoptères, ils sont sur une fréquence en route hélico. Donc ce n'est pas la même chose. Néanmoins, Wixon monitore à la fois la fréquence hélico et la fréquence avec les F-15. Donc je pense que vous commencez à voir les choses arriver. Une patrouille de F-15, persuadée d'avoir la conscience de la situation, à qui on n'a pas du tout dit il y a des Black Hawk. Ils ne le savent pas en préparation de mission, ils ne le savent pas en rentrant dans la zone, ils demandent, personne ne leur dit qu'ils existent. Et à côté de ça, des hélicoptères qui font leur sauce, persuadés d'afficher le bon mode 1 et persuadés d'être protégés en étant en fréquence contrôle avec la WACS. Les pilotes de l'hélico n'entendent pas sur la fréquence les pilotes de F-15, les pilotes de F-15 n'entendent pas sur la fréquence qui leur a été assignée les pilotes d'hélico. Une bonne recette pour un désastre. À 10h12, donc 8 minutes avant la pénétration dans la no-fly zone des F-15, les plots des Black Hawk disparaissent complètement à cause de la distance et du terrain.
Au moment où les F-15 rentrent dans la zone, à 10h21, eh bien, Wixon, le contrôleur, pense que les Black Hawks sont arrivés à destination et qu'ils n'y sont plus facteurs, qu'ils se sont posés à destination finale, ce qui n'est pas le cas. À 10h22, donc très peu de temps après être rentré dans la zone, le leader des F-15, il annonce qu'il a un slow mover, qu'il détecte un plot radar. Il est alors au niveau 270 et il le voit à 35 nautiques. Alors qu'il passe cette information à son équipier, mais également à l'AWACS lui répond, Wixon, clear there, qui veut donc dire que l'AWACS ne voit absolument rien, ne voit pas le contact à cet endroit-là, alors qu'il vient de donner, grosso modo, vous doutez bien en 10 minutes, un Black Hawk, ça se téléporte pas, grosso modo la position où étaient les hélicoptères. Après avoir pris ce contact radar, le pilote va faire une interrogation mode 1 et mode 4. Alors, le mode 4, c'est un autre mode militaire. Le mode 1 va revenir négatif. L'hélicoptère n'est pas un allié puisqu'il n'a pas le bon mode 1. Ce qui est normal puisqu'on lui a donné l'information d'un autre mode 1, le pauvre. Et le mode 4, qui est encore un autre système pour éviter que tout ça ne marche pas, fonctionne initialement, lui dit c'est un allié, et après derrière ne fonctionne plus, sûrement une panne de matériel, soit du Black Hawk, soit du F-15, personne ne sait. Quelques instants après, les contacts des Black Hawk réapparaissent sur l'écran de contrôle de l'AWACS, mais personne ne les rhabille en alliés. À 10h25, le leader des F-15 est alors à 15 nautiques, il annonce contact. Encore une fois, personne à bord de l'AWACS, et je vous rappelle que des 19 membres à bord de l'AWACS, vous avez une multitude de personnel qui écoutent tout ce qui se passe. Personne ne lui annonce qu'il y a des Black Hawk dans la zone ou que c'est probablement les Black Hawk. À ce moment-là, dans l'AWACS, on a une apathie totale, il ne se passe rien, aucune information ressort, aucun partage de conscience de la situation. Les pilotes d'hélico, pour eux, ils vivent leur meilleure vie à 60 mètres sol, ils sont protégés en étant en contrôle avec l'AWACS. Je vous rappelle qu'ils sont en contrôle avec l'AWACS, personne ne leur a dit qu'il y avait des F-15 dans la zone. Les pilotes de F-15, ils sont persuadés qu'ils viennent de rentrer dans la zone, qu'ils ont découvert des méchants et qu'ils vont pouvoir servir à quelque chose, avoir un vol efficace et pourquoi pas des victoires aériennes. Le bon chasseur, son objectif c'est de détecter, ensuite d'identifier et après d'engager. Détecter, ils ont réussi, ils l'ont fait, là où même l'AWACS ne voyait pas initialement. Maintenant, il s'agit d'identifier. Vous avez les règles d'engagement et ces règles d'engagement sont très strictes. Elles interdisent aux chasseurs de descendre en dessous de 3000 pieds sol, en dessous de 10 000 pieds. Mais le slow mover est à 130 nœuds, 200 pieds sol. Le leader de la patrouille prend sur lui et décide de transgresser les règles, de descendre à basse altitude de manière à ne pas faire n'importe quoi. Il a une volonté de bien faire. Il va donc descendre à 500 pieds, passer 300 mètres à gauche des Black Hawk, à 450 nœuds. À ce moment-là, il est 10h28, tout va très vite. Il passe à côté des hélicoptères et il annonce Tally 2 ins. Donc Tally 2, ça veut dire j'ai visuel de deux adversaires. Visual, c'est ce qu'on utilise quand on dit qu'on voit un ami. Tally, c'est quand on voit un ennemi. Et Hinds, c'est le Mi-24 Hind qui ressemble, comme vous pouvez voir sur ces images, bien un Black Hawk d'une certaine manière vu de l'arrière avec des bidons. Alors vraiment au bout de leur volonté de bien identifier, le numéro 2, le lieutenant-colonel, va également faire une passe. Initialement il répond Copy Hinds, bien reçu son DMI-24. Wang, donc le contrôleur dans l'AWACS, annonce qu'ils ont bien reçu également. Et donc le numéro 2 va venir faire un passage un peu plus en retrait à 1500 pieds. Et là il va annoncer Tally 2, je vois deux adversaires. Initialement il n'annoncera pas avoir ce qu'on appelle la PID, Precise Identification, il n'annoncera pas avoir identifié que ce sont des Hind, mais il dit bien Tally 2, qui veut dire je vois deux adversaires. Très important dans les témoignages d'après l'incident, le leader de la patrouille a stipulé que The Black Hawk did not even cross my mind, ce qui veut donc dire qu'à aucun moment il a pensé que ça pouvait être des Black Hawk. Et là, c'est vraiment dû à son absence de conscience de la situation, le fait que la conscience de la situation ne lui ait pas été partagée. À aucun moment dans son cerveau, il se dit c'est peut-être un Black Hawk. Il est tellement intimement persuadé qu'il aurait eu l'information en amont que c'était des hélicoptères alliés, ou même que l'AWACS l'aurait dit qu'il n'y pense pas du tout. Dans ses what if, dans sa vision du monde, ce n'est pas possible que ça soit des Black Hawk. Donc son cerveau achète de l'adversaire à ce moment-là, alors qu'encore une fois, il passe à 300 mètres. De leur côté, les hélicos, ils voient passer, je pense, des F-15, et sur la fréquence de contrôle, ne disent rien. Je pense que là, c'est intéressant également de rappeler à tout le monde qu'on est responsable de sa propre sécurité. Les chasseurs, sur des théâtres d'opération, et là, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a ces théâtres d'opération, ça ne descend pas à basse altitude. Le politique ne veut pas perdre bêtement des chasseurs. Le politique veut que le chasseur reste à moyenne ou haute altitude. Faire descendre à F-15
à 300 mètres sol, c'est prendre le risque que quelqu'un avec une Kalachnikov tire dessus. On l'a vu justement pendant la première guerre du Golfe avec des Jaguars touchés par de la Kalachnikov. Si vous êtes pilote d'hélicoptère et qu'un jour sur un théâtre d'opération, vous voyez un chasseur vous passer à côté, sautez sur la radio et assurez-vous qu'ils ont conscience que vous êtes là et que vous êtes dans le même camp. Très important, très important. Mais bon, je ne suis pas en train de remettre la faute sur les pilotes d'hélico, pas du tout. Mais voilà, c'est important d'avoir conscience que si vous voyez un chasseur sur un théâtre d'opération à basse altitude, no bueno. Les F-15 manœuvres viennent se mettre 8 nautiques en trail. Donc ils ont fait leur passage, viennent se repositionner derrière, ils soufflent un coup, là la charge de travail et le stress dans le cockpit est forcément très élevé. Je vous rappelle qu'ils ont enfreint les règles d'engagement à des fins de sécurité, ils voulaient vraiment s'assurer qu'ils ne font pas n'importe quoi, mais au niveau des règles d'engagement, il faut également identifier la nationalité de l'hélicoptère. Et là, vous voyez toute la dichotomie, toute la complexité, voire l'incohérence des règles d'engagement. Ils sont censés rester à 3000 mètres d'altitude, mais ils sont censés pouvoir identifier le type et la nationalité d'un hélicoptère, alors qu'à cette époque, en plus, vous n'aviez pas vraiment de censeur particulier sur les avions. En France et dans le texte, on leur donne des règles d'engagement qu'ils ne peuvent pas respecter. À 10h28, le leader annonce qu'il est engaged. Les règles d'engagement dans sa compréhension font qu'il a la cockpit delegation, il a le droit, lui, de sa propre initiative d'engager le feu, il a repéré des adversaires, il a le droit de les engager sans attendre l'autorisation de qui que ce soit. L'AWACS a également cette vision des choses et ne va absolument rien dire et rester passif. À 10h30, le leader, alors qu'il est 3 nautiques, 5 km en trail, donc derrière le Black Hawk, va décider d'ouvrir le feu avec un Fox-3, un missile tiré-oubli, un AIM-120 Abrams, qui va abattre, détruire quasi instantanément le numéro 2 de la patrouille d'hélicoptères. Voyant son ailier exploser, le leader des Black Hawk va partir en évasive vers la gauche, mais le numéro 2 de la patrouille de F-15, qui alors a un nautique 5 en trail, va ouvrir le feu 20 secondes après avec un Sidewinder, un serpent à sonnette, un missile infrarouge qui détecte la source de chaleur sur le Black Hawk et vient venir le percuter. L'épave du leader sera retrouvée 2 km au nord-est de son ailier. 26 vies ont été perdues. Alors que le numéro 2 survole l'épave, il va annoncer à la radio, il a peut-être oublié que tout était enregistré, « Stick a fork in them, they're done ». En gros, vous pouvez mettre une fourchette, leur mettre une fourchette, ils sont cuits. À peu près 3 heures plus tard, à 13h15, les Kurdes contactent le MCC, donc le centre de commandement, et annoncent que 2 UH-60 Black Hawk ont été abattus, qu'il y a 0 survivants. L'information va très vite remonter au niveau présidentiel avec une multitude de coups de fil entre présidents. Je vous rappelle qu'il y a de multiples nationalités, dont un Français, un officier français qui ont été tués ce jour-là. 3 mois plus tard, le 13 juillet 1994, et après 137 interviews, c'est un rapport d'enquête de 3630 pages qui sera publié. Et voilà les 7 gros points qui en ressortent. Point numéro 1. Le leader a fait une mauvaise identification visuelle. Le 2 n'a pas dit qu'il était PID, qu'il avait vraiment cette identification de Hind également. Deuxième point, souci d'IFF. L'interrogation mode 1, mais également mode 4 qui ne fonctionne pas. Il y a un souci dans ces systèmes électroniques d'identification ami ou ennemi. Je vous rappelle que IFF veut dire Identification Friend or Foe, identification gentil ou méchant. En 3, les procédures pour les hélicoptères au sein de cette opération n'étaient pas claires. Personne ne savait vraiment qui était responsable d'eux. Les AWACS étaient persuadés qu'ils n'avaient rien à voir avec la gestion des hélicoptères. Et en plus, l'ATO, l'Air Task Order qu'ils reçoivent, n'était pas vraiment bien réfléchi. Donc leur intégration au sein du dispositif n'était pas claire. En numéro 4, le Major Lauren Tracy, un des contrôleurs assez importants à bord de l'AWACS, n'avait pas les bonnes qualifications et de nombreuses erreurs ont été reportées au sein de l'équipage. En 5, le personnel participant à OPC, à cette opération, était mal formé aux règles d'engagement et ces règles d'engagement n'étaient pas très claires. En 6, les hélicoptères Black Hawk n'avaient pas de bons postes radio, ce qui ne leur permettait pas en fait, d'être sur la même fréquence avec les mêmes systèmes de cryptage que les F-15. Et en 7, j'estime que la chaîne de commandement n'a pas donné des consignes très claires, donc en gros des consignes stratégiques vers le tactique, ce n'était pas clair, donc ces règles d'engagement, les process n'étaient pas très bons. Le gros point important dans tout ça, c'est que le personnel, ils sont 19 encore une fois à bord de l'AWACS, à aucun moment ne s'est senti responsable de la sécurité des Black Hawk. Pour eux, ce n'était pas leur mission, ils n'avaient pas à s'en occuper. Bien que sur la fréquence en route, ils étaient en contact avec. C'est assez incroyable, c'est pas très aéronautique. La documentation et la procédure, les hélicoptères étaient complètement mis de côté.
même si ça peut paraître assez incroyable. Comme je vous le disais plus tôt, au niveau des IFF, ça faisait 2 ans qu'on donnait les mauvaises informations de mode 1 aux hélicoptères qui participaient à la zone, et personne, je dis bien personne de tous ces vols ne leur a fait remarquer, aucun AWACS ne leur a fait remarquer qu'ils squawkaient, qu'ils affichaient le mauvais mode 1, alors que tout le monde le voyait à chaque vol. Je sais, c'est assez incroyable. May, donc le lieutenant-colonel, le numéro 2 de la patrouille de F-15, va être initialement incriminé pour 26 homicides involontaires. Pourquoi ? Parce que le leader a dit qu'il avait PID, qu'il était sûr que c'était des Hind. À partir de là, personne ne peut lui en vouloir d'avoir ouvert le feu. Il était persuadé que c'était des Hind pour lui. Il avait fait son identification. Le numéro 2, initialement, annonce Talitou. Pour lui, il voit 2 avions, qui sont peut-être 2 aéronefs qui sont peut-être ennemis, mais il n'annonce pas qu'il est persuadé que ce sont des Mi-24. Comme par hasard, plus tard dans l'enquête, il changera sa déposition et dira qu'en fait, il avait 0 doute, c'était des Mi-24, il les a bien vus, et donc il ne sera plus poursuivi. De son côté, l'équipage de l'AWACS va avoir pas mal de soucis et va notamment être attaqué pour dereliction of duty, en gros, ils n'ont pas fait leur devoir comme ils auraient dû. En janvier 95, les 2 pilotes de F-15 récupèrent leur statut de vol. Wixon, le leader, se retrouve d'ailleurs instructeur sur avion de chasse. Et Wang, par contre, un des membres importants de l'AWACS, lui se retrouve en cour martiale et il se rend compte qu'il est sujet à de la narcolepsie et également qu'il a loupé 2 examens en vol avant ces temps-là. Il se suit un petit peu toute une bataille judiciaire, on n'est pas une chaîne YouTube spécialisée là-dedans, mais pour faire très simple, il y a des appels, il y a derrière des poursuites, ça monte derrière au niveau politique, et les pilotes n'ont pas trop de soucis, on peut le dire comme ça. Finalement, un va démissionner et ils vont refaire un petit peu leur vie ailleurs. Le personnel de l'AWACS, lui par contre, surtout Wang, va être vraiment embêté dans un premier temps. Et c'est Wang qui va un petit peu forcer des enquêtes au niveau parlementaire. Enquêtes qui vont être effectuées par le GOA. Et là, ils vont se rendre compte qu'il y avait des facteurs de stress et des facteurs de pression externe qui n'avaient pas été détectés jusque-là. Et ce facteur de pression externe, c'est quoi? C'est que 10 à 15 minutes après l'arrivée dans la zone des F-15, il y avait l'arrivée de F-16. Et il semblerait, d'après toutes les interviews, qu'il y avait une pression, qu'il y avait un souci d'orgueil, un souci d'ego au niveau des pilotes de F-15, qui, alors que ce sont eux les Déaman, comme on dit, les rois de la défense aérienne, eh bien, les F-16 avaient plus de victoires aériennes que les F-15 dans les derniers conflits. Il y avait cette pression de la part des pilotes de F-15 d'accomplir le tir avant que les F-16 arrivent et leur piquent la cible. L'autre point mis en avant, c'est que dans la communauté des AMAN, dans la communauté des pilotes de chasse, le travail d'identification des hélicoptères ne représentait qu'à peu près 5%. Les pilotes, ne considérant pas les hélicos comme une grosse menace, s'entraînaient énormément à reconnaître du MiG, du Sukhoi, toutes ces choses-là, mais très peu à reconnaître des hélicos. Ce n'était pas considéré comme quelque chose de très important par la communauté à l'époque. Au final, le gouvernement américain va donner 100 000 $ par non-américain tué lors de cet événement, et à cause, encore une fois, de soucis, les États-Unis vont faire évoluer leur constitution, vont faire évoluer leur réglementation, parce qu'ils ne payaient pas les morts américaines à l'époque, et c'est quelque chose qui a évolué derrière. Ils se sont mis à dire, en fait, on a donné un chèque aux morts kurdes, aux morts français, tout ça, on va également faire pareil pour les familles des Américains, et la loi a changé à ce moment-là pour les Américains. Au final, l'Operation Provide Comfort s'est arrêtée le 31 décembre 1996, plus de 62 000 sorties ont été effectués, mais comme je vous le disais, le numéro 2 de la patrouille de F-15 est parti à la retraite, Wixon a finalement démissionné, et il y a eu un monument en mémoire des pilotes d'hélicoptères et de leurs passagers, initialement en Allemagne, puis maintenant il est à Fort Rucker en Alabama, suite au retrait de ces régiments de la base en Allemagne. Alors qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que cet accident nous apprend toutes ces décennies après? Eh bien, tout d'abord, ça nous rappelle l'importance de la conscience de la situation et du biais de confirmation. C'est très important. Cette conscience de la situation, elle se prépare en amont dans la préparation de mission. Malheureusement, là, l'équipage de F-15 n'a pas eu les bonnes informations. Mais on voit à quel point une information va impacter notre psychisme et va impacter tout ce qui s'ensuit dans la mission. Persuadés qu'il n'y a pas de Black Hawk, leur cerveau, leurs yeux ne reconnaîtront pas des Black Hawk, les prendront pour des Mi-24.
Et oui, si ça avait été des Black Hawk, ils auraient eu l'information soit en préparation de mission, soit avec la TO, soit en vol, sur la fréquence radio. Encore une fois, le fameux biais de confirmation. L'autre point, c'est la compréhension des règles d'engagement. Les pilotes de chasse participent souvent à différentes opérations en même temps. Un exemple, c'est sur le porte-avions Charles de Gaulle. Vous êtes en mer en transit, sur une semaine, vous pouvez participer des fois à 3-4 opérations ou exercices différents avec leurs propres règles d'engagement à chaque fois. Ces règles d'engagement, elles vous arrivent de l'état-major. Parfois, elles sont créées par des personnes qui n'ont aucune expérience du pilotage ou de ce que c'est qu'être accroché dans votre avion de chasse de nuit à essayer de reconnaître l'adversaire. Et il est important, quand on lit ces règles d'engagement, d'essayer de se projeter mentalement dans un cas d'application. Et là, clairement, je pense que ce n'est pas un travail qui a été fait parce que comment voulez-vous, tout en restant à 10 000 pieds, pouvoir identifier la nationalité d'un slow-mo, d'un slow-mover? C'est absolument impossible. Et ça faisait déjà 2 ans que l'opération était en cours et cette règle d'engagement n'avait pas évolué, probablement parce que personne n'avait été confronté au problème. Mais d'entrée de jeu, ça force l'équipage à ne pas respecter les règles d'engagement et à descendre en dessous de 10 000 pieds. Volonté de bien faire de la part de l'équipage, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont vu ce qu'ils attendaient. Et malheureusement, ils n'attendaient pas des Black Hawk. Un autre point de rappel, je pense, et là c'est vraiment pour l'équipage de la WAC, cette notion de responsabilité. Ce qui fait un pilote, ce qui fait un commandant de bord, c'est qu'il part du principe qu'il est responsable de tout, qu'il peut avoir un impact sur tout, qu'il a ce devoir de responsabilité. Et il ne viendrait jamais normalement à l'idée d'un professionnel bien formé dans un cockpit de se dire bon, ben là j'ai peut-être un hélico dans la zone, ou j'ai du chasseur qui me dit qu'il voit du wind, de ne pas s'assurer, de ne pas lever le doute. Lever le doute est de la responsabilité de chacun. C'est quelque chose que l'on retrouve maintenant dans l'aviation commerciale également, où avant vous aviez le commandant de bord, le copilote, et des cas où le commandant de bord était pilot flying, responsable de la trajectoire de l'avion, et le copilote était PNF à l'époque, pilot non-flying. Plus avec un titre où on dit bah aujourd'hui en gros tu pilotes pas. Et là le pilot non-flying, même s'il voyait se développer une situation, n'osait pas le dire. Moins gradé et non-flying. Nous avons fait évoluer les appellations et les rôles dans l'équipage de l'avion digne de pilot non-flying à pilot monitoring. Ce n'est pas parce que tu es copilote, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas toi qui gères l'avion que tu ne peux pas monitorer, que tu ne dois pas t'investir et essayer de te dire tiens, là ça me paraît un peu bizarre. Levons le doute. Et c'est ce lever le doute qui est très important, quelle que soit votre place dans la hiérarchie. Il est attendu, dorénavant dans l'aviation, de tous les personnels que s'ils ont un doute, ils lèvent la main et ils rendent compte. Un des premiers devoirs du militaire, c'est rendre compte. Je vous rappelle que la sécurité, c'est l'affaire de tous. N'hésitez jamais à rendre compte à bon escient de manière efficace. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Un cas comme ça ne coûtait absolument rien à l'équipage de dire pour information, nous avions 2 hélicoptères, captant, machin, truc chouette, il n'y a pas très longtemps. Ça ne coûtait rien également aux pilotes d'hélicoptères de dire à leur contrôleur en route « Oh, nous venons de voir passer 2 F-15, confirmez, vous les avez en fréquence. » Voilà, je pense qu'en termes de lesson learned, c'est un petit peu ce qu'on peut en sortir. Attention à ce biais de confirmation, soyez proactifs. La notion de responsabilité, si elle n'est pas bien mise en œuvre, si elle n'est pas bien appliquée, elle tue. Et je ne sais pas s'il y a besoin de revenir dessus, mais quand vous êtes en double, c'est votre première fois dans la zone et que vous êtes l'instructeur et que vous décidez d'aller dormir au moment où la sweep rentre, eh bien là aussi, je pense que c'est peut-être pas criminel, mais en tout cas, c'est vraiment pas professionnel. Dans tous les cas, j'espère que ce genre de petites vidéos arrive à contribuer modestement, à vous impacter de la bonne manière. Notre objectif sur cette chaîne, vous le savez, c'est d'essayer de faire profiter du retour d'expérience de l'aviation à tout le monde, un maximum de personnes possible. Parce que oui, je suis sûr que vous l'avez bien compris, hein, si vous travaillez dans le nucléaire, dans le ferroviaire, même dans l'aviation commerciale ou autre, vous voyez que les leçons de 1994 s'applique encore de nos jours. Et plus l'on apprend des erreurs des autres, eh bien, moins on a de chance d'en faire nous-mêmes. Allez, à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet accident, de votre point de vue. Nous vous mettons des liens pour aller un petit peu plus loin si vous le voulez dans la description juste en dessous. Et puis à bientôt peut-être hein, pour 2023, une conférence, un sales kick-off, une journée de rafraîchissement sur les PFI. Hein, si vous êtes dans le nucléaire, on en fait pas mal en ce moment. Toutes ces petites choses-là, n'hésitez pas à nous contacter sur debrief.org. Allez, fly safe.